Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes chez Sylvain. Bonjour Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bonjour, Sylvain Creuset, j'ai 59 ans, je suis marié avec Nathalie, je suis avec elle depuis 38 ans, j'ai 3 enfants, un petit enfant. Alors, je fais de la biokinésiologie et en parallèle, je m'occupe d'une association, enfin, on s'occupe d'une association avec ma femme qui s'appelle Kaname, où on fait des arts martiaux, enfin, où je fais des arts martiaux traditionnels japonais, Aikido, Jodo, Yaido, Qigong, enfin Kiko, puisque c'est plus japonais, et Shodo, calligraphie japonaise. On fait aussi des huttes à sudation amérindiennes, qu'on appelle inipi, on essaie de développer ça, et je développe aussi donc la musique trad, parce que je joue du violon depuis une petite quinzaine d'années. Ouais, t'es bien occupé quoi. Voilà. Et en parallèle de tout ça, donc je suis, je dirais moi-même homophile, mais en sachant que je crois que le terme n'existe pas. Moi-même homophile. C'est-à-dire que j'aime bien faire les choses, donc je bricole beaucoup et je m'intéresse à plein de choses. Donc j'aime bien faire, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire tout ce que j'ai à faire. Tout un ensemble. Voilà. Donc tu es kinésiologue, est-ce que tu peux nous présenter un peu la kinésiologie pendant quelques minutes? Alors, donc moi ce que je fais c'est de la... Enfin, j'ai appelé la biokinésio parce que j'ai fait des études en kinésiologie et en parallèle aussi j'ai fait une école de décodage biologique. La kinésiologie c'est une méthode de travail énergétique holistique qui permet avec un test musculaire, donc le test musculaire c'est l'outil commun à tous les kinésiologues, qui va nous permettre de discuter avec le corps et le cerveau de la personne. Et en parallèle, à côté, il y a j'ai des techniques de kinésio, et qui sont multiples. Toutes les techniques, après, sont dans tous les domaines, quoi. Si vous prenez l'ostéopathie, par exemple, c'est une technique. L'acupuncture, c'est une technique. La kinésiologie, c'est pas une technique. C'est un moyen d'aller chercher la technique qui convient le plus à la personne. Et donc par du coup ce test musculaire, tu arrives et du coup tu vas chercher la technique dont la personne a besoin au bon moment. Voilà, l'idée c'est que je fais la comparaison avec la personne vient avec un carton de problème, elle met sur son carton par exemple j'ai mal au dos, et l'idée c'est qu'on va ouvrir le carton et on va regarder ce qui est en surface du carton et on va enlever ce qui est en surface. Et si ce qui est en surface est rattaché à tout ce qui est dans le carton, on va tout enlever d'un seul coup. Sinon ça veut dire qu'elle a mis des couches, il va falloir enlever toutes les couches. C'est aller chercher la cause émotionnelle et régler la cause émotionnelle du problème. problème. Pas que émotionnel. Et c'est ça le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont partir sur une définition de la problématique. Par exemple, on va dire une hernie discale, bah oui, vous avez fait un boulot qui a fait que vous avez amené une faiblesse au niveau du disque, d'accord, mais le problème peut venir que émotionnel. Ou le problème peut venir d'une entité derrière, ou le problème peut venir d'un cursus généalogique, il peut venir de plein de choses, quoi. Il ne faut pas dire simplement que émotionnel. L'émotionnel, bien entendu, il fait partie de tout. Il y a des multicauses, donc il y a une cause physique, forcément, il y a une cause émotionnelle. Qui va se rajouter à une cause émotionnelle, etc. Et ça, c'est le principe du décodage biologique, quoi. Le décodage biologique, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive n'est jamais dû au hasard. Et qu'après, on doit rentrer dans un système qui fait que il faut arriver à équilibrer pour nettoyer les choses. L'origine du décodage biologique, c'est le docteur Hammer qui a mis au point ce principe. Et après, il a eu plein d'élèves, on va dire, plein de courants différents. Et c'est de partir sur le principe qu'on est dans notre ligne de santé comme ça, et en temps normal, on est dans la normotonie. Normotonie, on alterne entre phase de stress et phase de non-stress, en sachant que le stress est nécessaire à la vie. Si on n'a pas de stress, on meurt. Donc le but, c'est d'arriver à faire en sorte de s'entourer de stress positif et non pas de stress négatif. Et un jour ou l'autre, on a un conflit, ce qu'on appelle le DHS, Dirk Hammer Syndrome. Le cerveau va passer dans une phase de sympathicotonie.
phase de stress active qui n'est pas forcément visible de l'extérieur. On tire sur la corde et elle tient cette corde. Et soit on arrive près d'un seuil de stress maximal qu'il ne faut pas dépasser, le cerveau le connaît, autrement dit moi je meurs, soit on prend conscience de son conflit, soit on résout son conflit, soit on fait une séance de nettoyage, donc soit kinésio, soit ostéo, acupuncture, enfin toutes les techniques qu'on peut connaître, quoi. Ça c'est ce qu'on appelle la conflictolyse. Et le cerveau va passer dans une phase de vagotonie pour ensuite, si tout va bien, retourner dans la phase de normotonie. Mais la phase de vagotonie, c'est là où ça se voit. C'est là où on est fatigué, c'est là où on est malade, c'est là où on a des accidents, c'est là où tout nous arrive. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette phase de vagotonie, c'est une phase de réparation d'une phase de sympathicotonie. La mauvaise, c'est qu'on n'est pas bien. C'est déjà un chemin de guérison. On est déjà enclenché dans le... C'est la crise de guérison, là. Ça va sortir, enfin c'est en train de sortir. C'est en train de sortir. Et le fondateur de cette théorie, il est parti du principe que sans rien faire, le temps de vagotonie est égal en temps à la sympathicotonie. Ok, mais si ça fait 20 ans qu'on est sous stress, on a pour 20 ans de vagotonie. Donc là, c'est moins rigolo. Et à part si on les enclenche, du coup, on peut raccourcir ce temps de... Et moi, je suis dans la 4e génération de thérapeutes après cette personne, et ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est de réduire ce temps de vagotonie. Mais en sachant que, dans un premier temps, à partir du moment où le cerveau est passé dans une phase de sympathicotonie, on est obligé de faire une phase de vagotonie. On n'a pas trouvé le moyen de circonscrire pour l'instant cette phase. Donc la première des choses à faire, c'est d'accepter ce qui nous arrive. Quand on accepte ce qui nous arrive, on réduit. Accepter d'être fatigué, d'être malade, d'avoir eu l'accident, on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on mais accepte. Voilà. Et après, il faut travailler dessus pour réduire encore plus. Si on n'accepte pas, le problème c'est que le cerveau, au lieu de rester en vagotonie, il risque de repasser en sympathicotonie. Et ça risque de durer encore plus longtemps. Et ainsi de suite. La deuxième chose, ça c'était la première. La deuxième chose, c'est de comprendre que ce tableau-là, il est fait pour une seule situation dans notre vie. On peut le multiplier par 15 et l'égaler dans tous les sens. Ça complique encore. Et la troisième chose, c'est que petit à petit, il va falloir travailler sur nos ressentis. Parce que ce sont nos ressentis qui nous entraînent ou pas dans une sympathicotonie. Et les ressentis, ben, c'est pas forcément facile de les faire travailler. Et quand on comprend ce principe-là, on gagne dans tous les plans. Parce que dès qu'on comprend qu'on est passé en sympathicotonie, eh ben, le but c'est de faire en sorte de désamorcer le sujet pour faire une vagotonie moins forte. Plus la sympathicotonie est longue, plus la vagotonie est longue, plus elle est haute, plus c'est fort en réaction. Donc le but c'est de dire, ah, je sens que je suis un peu stressé, bien, je vais travailler pour faire en sorte de ne pas me stresser. Il y a toujours un moyen de réduire toutes les phases. Oui, il faut c'est un travail. C'est pas simple. Alors pour toi, que signifie être libre et heureux? Alors, libre, moi je dirais, c'est de pouvoir choisir de faire ce qu'on veut quand on veut. Et heureux, eh ben, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et aussi, c'est pas facile non plus, quoi. Moi je sais que ça fait X années que je travaille dessus, et j'arrive maintenant à faire ce que je veux. C'est-à-dire que les choses qui m'embêtent, par exemple, je pourrais faire la vidange de ma voiture ou bricoler dans le moteur, ça m'énerve, et ben je fais pas, je délègue au garagiste, parce que j'ai pas envie de faire ça. Oui, ça n'apporte pas de la joie, donc tu vas pas t'embêter à faire ça, quoi. Voilà. Et tu vas te concentrer ton temps du coup sur ta zone de génie, au maximum. Là où tu es en joie, quoi. Au maximum. J'arrive à peu près. Bon, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas forcément en étant heureux. Je fais les courses, ça ne me remplit pas d'allégresse de faire les courses. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis si je délègue les courses, je risque le problème de la délégation, c'est bien. Le problème, c'est que on risque de ne pas être content. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un de m'acheter une part de pastèque et puis qu'il ne m'achète pas une bonne part de pastèque... Oui, aussi le ressenti que tu disais tout à l'heure, du coup. C'est ça. Du coup, tu viens ressentir aussi les aliments que tu viens acheter. Tout. Ça te parle à toi. Tout est important. Donc je fais en sorte de réduire le temps de course. Il y a des techniques. De réduire le temps de course pour faire en sorte que ben voilà, ce que je le fais relativement vite, mais au moins je sais que je suis pas mécontent de ce que je fais, quoi. Pour pouvoir déléguer, il faut savoir faire la tâche
Pour pouvoir expliquer précisément ce qu'on veut. Mais c'est pas simple du tout. Mais c'est un métier de déléguer. Oui, c'est ça. C'est exactement ce principe. Une phrase qui dit, si quelqu'un pourrait le faire avec 80% de ton efficacité, bah alors délègue-le. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien résumé. Mais dans tous les cas, on ne peut pas déléguer et que ce soit 100% satisfait. Non. Je pense que les gens qui veulent déléguer veulent que ce soit 100% satisfaisant pour eux. Et du coup, c'est pas possible. Parce qu'il y a forcément une tierce personne qui agit. Oui. Donc de déléguer des tâches où la satisfaction n'a pas un niveau élevé. C'est ça. Qu'est-ce que pour toi une bonne santé naturelle? Alors en priorité, je pense que c'est arriver à vivre sans drogue et médicaments, allopathique. C'est-à-dire que sans avoir besoin d'une tierce personne, alors ça c'est l'idéal, bien entendu. Ou d'une béquille, quoi. Sans béquille, c'est ça. La béquille est peut-être des fois nécessaire. J'ai eu un accident à un moment donné au genou et ponctuellement, pendant 4 jours, la béquille ou la canne était nécessaire. Mais il faut très vite s'en séparer. Parce qu'autrement, on va passer. C'est le principe des semelles. On a une semelle, c'est une petite béquille. Voilà. On a une petite béquille, ça peut être nécessaire, mais si on s'y habitue, on va terminer par une béquille, on va terminer par un déambulateur après. Donc ça va pas forcément dans le bon sens, quoi. Et bonne santé naturelle, après, c'est tout un système d'équilibrage. C'est la normotonie, c'est arriver à être le but d'être tout le temps en normotonie. Donc pour ça, il faut... permanence, du coup, dans l'instant présent. La normotonie, c'est l'instant présent. Pour équilibrer, c'est les quatre modes digitaux de la kinésiologie, qui sont la structure, donc notre corps, le corps physique. L'écologie personnelle, c'est tout ce qui est chimique, les essences chimiques au niveau du corps. L'émotionnel, et ce qui est électrique ou énergétique. Et si on arrive à équilibrer tous ces pôles-là, normalement, on devrait être en bonne santé. C'est la théorie et c'est pas forcément une facilité. Oui, c'est tout un chemin. C'est un chemin, c'est ça. Comment agis-tu pour ta santé au quotidien? Alors, j'essaye de faire en sorte d'interagir sur les 5 hégémonies du cerveau qui sont dans l'ordre d'importance la respiration, le sommeil, enfin le repos, l'eau, les émonctoires et la nourriture. Donc la respiration, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'air qu'on respire, bien entendu, mais surtout bouger notre corps pour que la respiration ne soit pas toujours à la même hauteur. Qu'on puisse, en bougeant le corps, agir sur cette respiration pour que ça soit beaucoup plus efficace, quoi. Le sommeil, c'est la notion de repos, donc la nuit, bien entendu, nuit et jour, mais aussi prendre la notion de se reposer une fois dans l'année, et ça je ne vais pas développer parce que ça va être trop long, et après dans la journée, s'accorder des pauses. Donc soit des pauses en faisant des siestes, soit dans le travail qu'on fait en faisant des pauses. Une petite pause de 5 minutes par heure, ou alors en changeant de l'action. Tout dépend de ce qu'on fait. Après c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Si on fait une action... Déjà, le cerveau n'est pas fait pour faire plus de 90 minutes de travail consécutif, quelle que soit la tâche. Donc, au-dessus de 90 minutes, on fatigue. Après, si je veux faire du bûcheronnage de la tronçonneuse, je sais que c'est pas 90 minutes que je vais faire ma pause. Je vais faire ma pause toutes les 45 minutes. Et si je vais piocher dans la terre, je sais que ça ne sera pas 45 minutes. Je vais piocher pendant 10-15 minutes et je ferai une pause. Et donc tu t'écoutes. Oui. Et après, voilà, à partir du moment où on arrive à s'écouter, on est infatigable. On peut faire toute notre journée. Et, on est forcément fatigué un peu à la fin de la journée, mais ça sera pas non plus... c'est pas la fatigue qui nous tombe ou qui nous empêche de travailler, quoi. On peut bosser largement. L'eau, c'est l'hydratation. Comprendre qu'on se nourrit d'air, d'eau et d'aliments, et que dans les aliments, il y a de l'eau, mais à côté de ça, il y a l'eau, qu'il faut en quantité déjà 2 fois son poids divisé par 100, et après de travailler par rapport à la qualité de l'eau, donc ce qu'on met dans notre verre, quoi. Mais pour moi, je prône en priorité la quantité avant la qualité. Oui. Quand il y a déjà la quantité, on peut petit à petit s'intéresser à la qualité, quoi. J'ai trop vu des gens qui se concentraient sur la qualité alors qu'il n'y avait pas de quantité, quoi. Ouais.
et leur corps manque d'eau. Donc ça va pas. Donc vaut mieux boire de l'eau, mais qui est moins bonne énergétiquement ou moins bonne. Mais du coup, entre 70 et 80% d'eau dans notre corps. Donc, il faut que ça se renouvelle. C'est énorme, c'est énorme. Ensuite, les émonctoires, c'est tout ce qui sort de notre corps, on va dire. Donc c'est veiller à ce que ça sorte bien. Oui. Donc nettoyer les poumons par le sport, par le fait de la respiration, justement, c'est déjà un émonctoire. Les urines, les selles, il faut s'y intéresser. C'est-à-dire ça ne doit pas être tabou, ça doit vraiment se dire, tiens, c'est normal ou c'est pas normal. Après, vous avez la transpiration, vous avez les émonctoires au niveau du foie, des intestins. Enfin, il y a plein de choses à... Il y a plein de techniques, du coup. Et plein de techniques. On a toujours... Bon, vous avez les systèmes de lavement, les systèmes, tout ce qui est nettoyage, ça, de toute façon, il faut faire tout le temps, quoi. Tout le temps. C'est l'action quotidienne, c'est vraiment comprendre cette notion d'équilibre, quoi. C'est-à-dire une balance à 2 plateaux, si je suis comme ça, il faut que je me dise, il faut que je rectifie. J'attends pas d'être comme ça. Parce que si j'attendais comme ça, il y a beaucoup trop de difficultés. Après, il ne faut pas être dans le conflit à dire tout ce que je rentre, du coup, c'est des toxines et du coup, il faut que je détoxine. Tu vois, il faut évacuer. Non, tout ce qui rentre, ça va. Non. C'est oui. Après, c'est la cinquième hégémonie, c'est la nourriture. Et c'est de dire, il faut que dans mon assiette, ça soit du plaisir. Et ça, j'y arrive après sur la notion suivante. C'est la nourriture, quel que soit notre mode d'alimentation. Et tout existe. Et l'alimentation, c'est un système de croyances. Donc après, on rentre dedans, quoi. Il faut trouver un système qui nous permet de nous convenir et de nous maintenir en bonne santé. Donc et que ça soit bon dans l'assiette. Oui, de se faire plaisir. J'ai vécu plein de choses qui étaient bons après. Quand c'est pas bon, quoi. Voilà. Et la dernière chose en action quotidienne, c'est que je prône l'hédonisme épicurien, et c'est le fait de rechercher le plaisir dans tout ce qu'on fait. Oui. Donc on va se faire plaisir avec un bon vin, on va se faire plaisir avec même une assiette de pâtes, ça sera parfait, quoi. Mais si les pâtes sont toutes en bloc comme ça, puis qu'il y a c'est posé dans l'assiette comme ça va pas. Alors que si c'est cuisiné tout de suite, tu apportes déjà de l'amour dans ta cuisine. Ça change tout. Ça change tout au niveau du goût. Et au niveau énergétiquement, au niveau de notre santé, ça marche, quoi. Parce qu'on ne se nourrit pas que du côté physique, on se nourrit aussi du côté émotionnel, du côté mental, du côté visuel, les odeurs. Tous les pôles sont importants, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. On vous met le lien de ces coordonnées, si tu veux bien. Pas de problème. Et puis on vous dit à bientôt. Bisous. Au revoir.